Bonjour à tous et bienvenue à notre buffet froid. Comme promis la semaine dernière, on vous dresse le dessert. Et on avait parlé la dernière fois des expériences de mort imminente. Si vous en souvenez, le site de cette fondation qui recueille les témoignages de personnes ayant vécu ce phénomène, et on trouve dans certains textes de référence des rappels, des témoignages de personnes qui ont vécu des vies antérieures. Voici donc l'un de ces témoignages. Expérience de mort imminente, Niels, le 22 avril 2021. Amandine, ferme tes oreilles, s'il te plaît. Non, ça va, c'est soft. Alors, c'est traduit en français, non pas par la jeune fille que nous avions citée, Camille, par Camille. Là, c'est en week-end peut-être. Peut-être, ou en vacances. En tout cas, c'est Dominique qui a traduit. On m'a fait une revue de ma vie pendant que j'étais dans le néant. Pendant cette revue, j'ai dit à l'être de mettre en pause. Je voulais mieux examiner les parties de ma vie. J'ai pu alors voir ces événements depuis le haut. La revue de vie n'a pas duré longtemps parce que j'ai demandé à l'être quelque chose qui l'a surpris. Est-ce que je peux planifier ma prochaine réincarnation ? J'ai demandé. L'être a dit. D'habitude, les gens attendent jusqu'à leur mort effective pour choisir leur réincarnation. Expérience de mort imminente due à des complications pendant une chirurgie de l'œil à l'âge de 3-4 ans. Remarquable discussion au sujet de sa propre réincarnation durant cette expérience de mort imminente. Oui, c'est étonnant parce que déjà, on voit que c'est arrivé à un âge relativement précoce, 3-4 ans, et il y a déjà cette idée que l'enfant a conscience du concept de réincarnation. Et ça, c'est plutôt déstabilisant, je trouve. Oui, de réincarnation, et d'autant plus qu'il est très jeune, donc, et l'être à qui il parle, il lui dit quand même, attends un peu ta vraie mort avant de choisir ta réincarnation. Moi, les enfants de 3 ans que je côtoie, ils parlent pas comme ça du tout. Non mais, excusez-moi. Il a pas 3 ans. 3-4 ans. Non, mais il avait 3-4 ans au moment où c'est arrivé. Au moment où il transmet le témoignage, il est adulte. Il est adulte. Mais non, parce que là, c'est pas parce que son corps a 3-4 ans qu'après, si on peut pousser un peu plus loin le fil, c'est peut-être que quand tu te désincarnes de ton corps, tu atteins une espèce de sérénité et de pureté, et du coup ton âge est balayé et tu maîtrises parfaitement, peut-être même, c'est peut-être un langage universel ou... Ben, c'était ce qu'on disait beaucoup dans le précédent épisode où on abordait davantage les expériences de mort imminente. Un des phénomènes les plus fréquemment rapportés par les témoignages, c'était l'accès à une compréhension beaucoup plus élevée, beaucoup plus métaphysique. L'accès à des pans de réalité qui étaient inaccessibles jusque-là et qui permettaient d'entrevoir la vie, la mort et tous ces pans d'existence de manière plus élevée, avec plus de recul, plus détaché, etc. Donc ça rejoint ce que tu dis. le nirvana. En quelque sorte. Nous allons parler de Monsieur Ian Stevenson. Il est grand temps. Il est grand temps, nous l'avons cité 2 fois déjà, si je me souviens bien. Donc ce cher Ian, c'était un psychiatre américain qui a été un professeur respecté à l'université de Virginie pendant presque 50 ans. Il a été directeur du département de psychiatrie de 1957 à 1967, professeur Carson de psychiatrie de 1967 à 2001 et professeur-chercheur en psychiatrie de 2002 jusqu'à sa mort en 2007. Le mec, il n'a pas pris la retraite à 64 ans. Non, bien plus tard. Bon, il a fait que travailler, peut-être que ça lui a permis de s'élever déjà. Ça l'a maintenu en vie. Et donc, en tant que fondateur et directeur de la division des études perceptuelles de l'école de médecine de l'Université de Virginie, et initialement appelée Division des études sur la personnalité, qui enquête sur le paranormal, Stevenson s'est fait connaître pour ses recherches sur des cas qu'il considérait comme évocateurs de réincarnation. Il a notamment publié Les enfants qui se souviennent de leur vie antérieure, en 1993, 20 cas suggérant le phénomène de réincarnation, édition Gélu 2007, il n'y a pas Flammarion ce coup-ci. Il a passé plus de 40 ans à investiguer le paranormal, principalement auprès d'enfants qui semblaient se rappeler une vie passée. Typiquement, l'enfant commence à parler d'une existence précédente, presque dès qu'il est
où elle est capable de parler et perd la mémoire en quelques années, souvent vers l'âge de 8 ans, bien qu'il y ait toujours des exceptions à cette règle. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus on oublie ses vies antérieures. C'est ça. On se rappelle au début quand on a accès à la parole et en grandissant on l'oublie peut-être parce que les parents disent arrête de dire n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et le gamin il se dit bon arrêtez de croire à ça. Hein. Peut-être que quand on est petit, on est connecté. Et Mais que déjà, au quand fil- on est enfant, tout est tout à l'heure, j'ai fait ça, tout à l'heure, j'ai fait. Enfin, c'est. La temporalité, Oui, tu veux dire, n'est oui, pas la c'est même. ça. Donc peut-être que, en fait, tout à l'heure, c'était la vie passée. Ah oui, c'est possible. Oui. C'est possible aussi. Il a lui-même déclaré que ses recherches ne prouvent pas la réincarnation, mais fournissent simplement des preuves anecdotiques, telles que nous ne pouvons plus prétendre qu'il est possible de prouver qu'elles n'existent pas. Donc le gars ce qu'il nous dit c'est j'ai des preuves, ça veut pas dire que la réincarnation ça existe, par contre vous pouvez pas prouver qu'elle n'existe pas. Échec et mat. C'est pas des preuves, il dit juste que c'est des anecdotes, mais qu'il y a il y a tellement Si, des d'anecdotes. preuves anecdotiques. Oui, mais des preuves anecdotiques, c'est pas des vraies preuves, Léonard. C'est pas des fausses preuves. Et non c'est plus. pas c'est pour ça qu'il Ça- dit que ça veut dire que ça c'est veut des dire qu'en preuves gros, qui- il faut l'étudier. C'est des preuves qui ouvrent la discussion et C'est qui ça. disent on doit pouvoir creuser davantage. Et il faut étudier ce phénomène parce qu'il y a peut-être quelque chose dessous. Voilà l'appel et maintenant creuser. Exactement. L'intérêt de Stevenson pour cette étude naît d'une histoire dont il entend parler au Sri Lanka. Un bébé avait une peur épouvantable de l'eau, comme Amandine de l'avion, et criait férocement chaque fois qu'on voulait le baigner. Les parents n'y comprenaient rien. Cela a duré un certain temps et rien ne pouvait expliquer son comportement. Mais dès qu'il a été en âge de parler, cet enfant s'est mis à raconter la vie d'une fillette de 9 ans qui, en traversant un chemin à travers des champs de riz inondés, a été renversée par un bus et s'est noyée. Oh bah, punaise, elle avait aucune chance celle. Or, ce cas était réel et bien documenté. Il n'en fallut pas plus pour lancer Stevenson dans sa quête de preuves. Un peu comme Sherlock Holmes, il ouvre une enquête. Mais c'est vrai que c'est intriguant. C'est intriguant. Oui, parce que tu te demandes comment un enfant si petit pourrait inventer une histoire comme ça. Et Avec des détails. Avec autant de détails. il n'est pas allé lire le journal, le mec. Et en plus, les détails se sont révélés vrais. Ah bon? Ah oui, le cas était Ah réel oui, et bien oui, bah oui, documenté. oui. Ah ouais, Donc ouais. les détails, le petit les avait pas imaginés. Puis il n'y avait pas internet, là, il n'est Oui, pas allé à sur soi, le smartphone oui. de ses parents, et il n'a pas vu sur Bing. Oui, alors histoire de la fillette. Pas de pub sur les moteurs de recherche, Léo, s'il te plaît. En Je vais essayer de 1961, me calmer, je n'ai aucune action chez Bing après tout. que tu dis, Les il premiers publie consoles. une analyse de 44 cas à partir de documents qu'on lui a fait parvenir. Il reçoit alors une subvention. Highland Garrett, célèbre médium spiritualiste et cofondatrice de la Parapsychology Foundation, l'a contacté après avoir lu et lui a demandé d'étudier les affirmations de vie antérieure d'un enfant indien. Stevenson a accepté l'offre de la fondation de financer le voyage qu'il a fait pendant ses vacances. Le mec il se reposait jamais, pas de retraite, pas de vacances. Oh, c'est sympa, il a le voyage gratuit au moins. Sur place, ce n'est pas un cas qu'il découvre, mais 25. Il part ensuite au Sri Lanka, où il en étudie 8 autres. Il arrive, il dit bonjour messieurs, dames, je cherche monsieur et madame Intel parce qu'apparemment leur enfant se serait réincarné. Quoi, mais moi aussi, mon enfant s'est réincarné. Après, il Tout part un se village. faire- il va chez le barbier. Ah, c'est vous qui avez rencontré l'enfant de mon voisin qui s'est réincarné? Oui, oui, c'est bien moi. Eh ben ça tombe bien parce que mon enfant aussi. Je sais pas si ça s'est réellement passé comme ça. Si, c'était comme ça. Une version de poche épurée de ses écrits, Where Reincarnation and Biology Wow. Intersect. Là, c'est très compliqué à dire. Ça me Hein. donne envie de l'acheter en tout cas. Arandi, Je sais pas si on va... Alors, Je vais ça, vite le chercher Amandine, parce je comprends que ça te donne envie de l'acheter parce que je pense que c'est un super livre de science-fiction. Je sais pas si on va réussir à retrouver le titre en revanche. On le vous le mettra en mettra lien. dans les commentaires. Parce que c'était très compliqué, Non, mais chers amis. Renaud, dis-le. Renaud, Je vais essayer de le redire. Where Reincarnation Ouais. and Biology Intersect. Where reincarnation and biology intersect. C'est ce que je voulais dire, mais Léo l'a dit mieux que moi.
a rendu donc ses résultats disponibles pour un plus large public, bien que Stevenson ait clairement regretté la nécessité, entre guillemets, des résumés brutalement raccourcis afin d'entasser la moitié des cas en 200 pages. Au final, il aurait étudié près de 14 000 cas. Ça commence à faire, hein. Ça fait beaucoup et en tout cas, ça fait une belle base pour faire une belle étude. 14 000 cas, c'est assez Ça commence important. à être, oui, On peut dire qu'il était passionné par le sujet. c'est fourni. Il était passionné et du coup, ce qu'il a fait, ce monsieur Stevenson, il a fait de ça une réalité pour lui-même. C'est-à-dire qu'il a testé sur lui-même la réalité de la réincarnation et des vies antérieures. Ah. Il a ainsi installé une serrure à combinaison utilisant un mot ou une phrase secrète et l'a placée dans un classeur du département, disant à ses collègues qu'il essaierait de leur transmettre le code après sa mort. Si d'aventure quelqu'un se présentait pour ouvrir cette serrure, cela serait la preuve que cette personne a été Ian Stevenson dans une vie antérieure et qui a eu accès à ses souvenirs. Oui, parce qu'il faut non seulement qu'il réussisse à se réincarner, mais qu'en plus il arrive à se rappeler. Et puis La combinaison. tu C'est parlais le voyage dans le temps, des là. thérapies de régression, etc. Ben, même si tu réussis à avoir accès à des souvenirs d'une vie antérieure, qui dit que les souvenirs en question, ce sera ceux du mot de passe? C'est plutôt le voyage dans le temps, là, que la vie antérieure. Mais Ben, là, il La faudrait vie antérieure, il faudrait que tu aies tous tes souvenirs, Oui, que c'est tu ça. saches que dans telle université, dans tel placard. Mais T'as c'est mis justement, cette serrure. c'est justement ce qu'il essaie de prouver, ou en tout cas l'expérience, elle a ce but-là, de savoir si on se souvient peut-être que d'une partie, ou qu'on se souvienne de toute la vie d'une autre personne. Ouais, moi, je trouve que son test, il est à moitié, parce que Je pense qu'il s'est trompé de théorie. dans moi. un prochain épisode sur les médiums, on parlera d'un autre mec qui a voulu prouver qu'il y avait une vie après la mort, et il a fait un test qui était bien plus ouf que ça. Bon, ça, on n'a pas eu le résultat non plus, mais c'était vachement ouf, et on en parlera la semaine prochaine. Mais là, pour l'instant, personne n'a ouvert cette serrure. Pour l'instant, personne n'a Non. ouvert cette serrure. On sait même Il faut pas pas ce que qu'il ce y a soit dans le coffre. démoli l'université, par contre. J'espère que c'est intéressant au moins ce qu'il a mis dans le coffre. J'espère qu'il a mis une bouteille de vin avec, ou de Moi, je champagne, vais la pour forcer. fêter. Non, mais là, le champagne, au Ouais, moins peut-être pour un Oui, c'est fêter. clair. Oui. Pour fêter son lingot expérience, ou d'un lingot d'or, pour fêter la réalisation positive de son expérience. Parce que là, si quelqu'un se présente, c'est que vraiment, il y a de la réincarnation est possible et réelle. Et donc il faut fêter ça. Et il faut fêter ça, ou s'acheter des caisses de champagne grâce au lingot d'or. On Ouais. est bien d'accord. Et Est-ce qu'il y a des cas pratiques, cher Léo? ben, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu peux nous parler d'un cas pratique? Oui. Alors, je vais vous parler d'un Ben, petit si tu enfant, connais la réponse, pourquoi tu poses la question? parce que je trouvais ça plus intéressant. C'était pour faire du suspense. Ah, Mais du d'accord. coup, C'était le truc. j'ai trouvé un petit enfant qui se réveille la nuit en criant. Oh, bah, ça, il y en a Ah. beaucoup quand même. Perturbé par des cauchemars, ça n'a rien de franchement remarquable. Non, pas trop. C'est embêtant, mais C'est pas embêtant, remarquable. surtout Ouais, pour les c'est parents. c'est limite Voilà. pénible. Oui. Et pour les parents, c'est pénible parce qu'après, ils ont les C'est valises, ça. il faut qu'ils aillent travailler le matin, ils sont Exactement. grognons au bureau On se avec leurs rendort pas aussi collègues. facilement. Non, parce qu'on est vieux. Mm. Si ses parents ne voulaient pas qu'il hurle avion en feu pendant son sommeil, peut-être qu'ils auraient dû éviter de l'amener voir le musée de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il n'avait que 2 ans. Oui, Donc c'est un choix de sortie qui qui- peut sembler discutable. Oui, je pense que le zoo aurait été peut-être préférable. Alors, mon petit James, ça te dirait qu'on t'emmène voir les photos de la Seconde Guerre mondiale? C'est vachement éducatif. Moi, je connais un enfant de 2 ans qui a vu une sorcière accrochée sur sa porte et qui a dormi dans son lit pendant 6 mois. hein. Non, mais ça n'a rien de comparable, ça. Mais je connais des parents comme ça aussi. Bah, mais Je ne sais pas qui sont ses parents, mais je trouve pas ça très malin non plus. Hein. Je dis ça, je dis rien. moi, je pense que Voilà. il y a une méprise dans ce que vous dites parce qu'on ne peut pas comparer la réalité, l'horreur de la réalité. La guerre qui a eu lieu vraiment est la pure fiction. Mais à Avec 2 de la ans, décoration. à 2 ans, que tu vois des avions et une sorcière, tu sais pas si c'est réel ou pas. Oui, non, c'est le musée. À 2 ans, c'est le tu vas musée. voir, oui. Et tu pourrais Voir aller des tableaux, des voir photos. le musée de la sorcière en Ardèche. Exactement. Il y a un musée de la sorcière en Ardèche. J'invente tout là. Ah. Mais il y a sûrement un musée Ça de se la pourrait. sorcière quelque part, peut-être à Salem par exemple. Je vais chercher tout de suite. On ira voir.
Mais au fur et à mesure, les déclarations de cet enfant se font plus élaborées. L'avion s'écrase ou encore le petit homme ne peut pas sortir. Et il avait 2 ans quand il disait ça. Ce comportement va s'amplifier au fur et à mesure des mois Donc et il a 2 ans et James, demi d'un coup. et James va se montrer de plus en plus agité, se débattant avec une force aussi surprenante qu'inquiétante. Peut-être était-il Ah, on est dans possédé. l'exorciste là. Il développe en parallèle une passion remarquable pour les avions. Forcément, musée de l'avion, il aime les avions, il aurait été Oui. voir le musée des pompiers, il aurait aimé les camions de Et en pompiers. même temps, il voit des avions qui s'écrasent dans ses cauchemars, c'est étonnant qu'il développe une passion pour ça. On pourrait imaginer plutôt une peur comme Amandine. Eh bien, il voulait changer ça, devenir pilote pour pas faire s'écraser les avions. Et qu'est-ce que C'est font un les joli parents but. d'après vous? Il lui mettre une bonne rouste. Pas du tout, parce que ce sont des bons parents, des bons parents. Ils appellent le médecin de famille, qui lui reste perplexe face à ça. Les cauchemars et terreurs nocturnes sont normaux chez les enfants, surtout à partir de 4 ans, car ils font partie de leur évolution et leur permettent de mieux canaliser leurs angoisses et pulsions. Mais James a commencé très tôt, et le contenu de ses rêves est terriblement répétitif. Pour le médecin, la meilleure réaction est de le contenir et de le faire parler de ce qu'il a vu. D'après lui, la visite au musée il y a quelques années, même si James n'y a pas vu d'images violentes, est indéniablement la cause de ces terreurs nocturnes. C'est toujours des génies, ces médecins. spécialistes. C'est le médecin de famille, attends, il les connaît bien. Il connaît toute la Je famille. suis sûr que s'il fait des cauchemars d'avion, c'est à cause des musées de la Seconde Guerre mondiale. C'est normal, docteur, c'est la seule chose dont on vous a parlé. La journée, James est heureux et vif d'esprit. C'est peut-être le cousin de l'inspecteur Dali qui avait enquêté Ne sois sur pas le cas de mauvais Shane avec Weiss. Léo, tu es mauvais avec les médecins de ouais, famille là. il a un problème. C'est pas gentil. Je fais surtout un parallèle avec le premier épisode. C'est vrai, mais en tout cas, le médecin de famille, il a le mérite d'aller et de s'intéresser à ce petit bout de chou et à ces terreurs Bon, nocturnes. tout seul, mec, à partir du moment où tu le payes, il va s'intéresser à ce que tu veux. Mais qu'est-ce que t'es cynique Oh là ce là, soir. c'est désagréable. Hein. La journée, donc, Oui. James, il est heureux et vif d'esprit. Déjà, En c'est- promenade avec sa mère, alors qu'il passe devant un magasin de jouets, cette dernière lui fait remarquer qu'un avion porte une bombe attachée sous la carlingue. Non, mais... Elle cherche les problèmes, la mère, là, quand même. Oh, regarde la Non, mais petite elle bombe. va lui Qu'est-ce que expliquer. tu penses des bombes, mon Eh ben, son James fils, il va lui dire, c'est pas une bombe, maman, c'est un réservoir Bah, secondaire. en plus, ça raconte n'importe quoi. Un autre jour, dans un aéroport, James se met à inspecter un avion avec la même attitude, les mêmes gestes et au même endroit qu'un pilote professionnel. Donc en gros, il fait une inspection. Pour son père, James est un surdoué. Ah bah là, oui, quand même. Non, chère mère, c'est un réservoir. Lors de nouvelles terreurs nocturnes, les choses prennent une tournure plus précise. Dans les bras de ses parents, l'enfant se calme lorsque sa mère, suivant les conseils du médecin, lui demande « Qui est le petit homme qui ne peut pas sortir ?» James s'écrie « Moi !» « Et qu'est-il arrivé à ton avion ? Il s'est écrasé en feu. » « Et pourquoi s'est-il écrasé ? J'ai été abattu. » Oh là là. « Ah bon ?» reprend Bruce, « Qui t'a abattu ?» L'enfant prend un air interloqué et répond comme une évidence « Les Japonais !» Oh, il est raciste, ce gamin, en plus. tout en donnant une description assez détaillée des avions de chasse nippons des années 1940. Sa grand-mère maternelle pense immédiatement à la réincarnation, mais ses parents refusent d'y croire. Bruce, le père, s'agace de ce qu'il qualifie de pure On superstition. peut dire qu'à l'époque, vu que c'était quand même plutôt le père qui était chef de famille et tout, lui, c'était vraiment Bruce tout-puissant. Ok, ce sera coupé. Il pose des questions plus précises à son fils pour prouver que cette hypothèse est infondée. Moi, je la trouve excellente quand même. Ah, merci. Excusez-moi, je ne veux pas se contredire, chère directrice artistique, mais je la trouve pas mal quand même. Elle est venue sur le moment. Oui. Je m'attendais à une autre chute, alors du coup, tu vois, je la Oui, trouve mais pas Nicolas, mal. c'est le truc, là. Oh. Te souviens-tu du type d'avion que le petit homme pilotait? Un corsaire, répond James, sans hésiter. Te souviens-tu de l'endroit d'où l'avion a décollé? D'un bateau, le Natoma. Et là, c'est pareil, il n'y avait pas internet et tout. Hein. Mais là, il était connecté avec sa vie antérieure. Curieux mot dans la bouche d'un enfant si jeune.
Bruce vérifie, un porte-avions américain, l'USS Natoma Bay, transportait des corsaires pendant la guerre. Ouais, c'est quand même troublant. Bruce se lance dans un travail d'enquêteur, Comme le père de Shane Weiss. allant jusqu'à assister à une réunion des vétérans de l'USS Natoma Bay, sous prétexte d'écrire un livre. Il découvre que les détails racontés par son fils James sont tous exacts. Depuis le lieu de la dernière bataille en 1945, reconnu sur une photo par le garçon, jusqu'aux éléments techniques des vols, en passant par les surnoms des avions de guerre. Andrea est désormais convaincu que leur fils est la réincarnation d'un pilote de chasse. Mais je lui jette pas la pierre parce qu'avec tous ces éléments, tu te demandes comment il aurait eu accès à tout ça. Et bien Quel âge Bruce, il a 4 ans il a 4-5 ans là. Bruce, il est toujours pas convaincu, il m'en faut toujours plus à Bruce. Il cherche la preuve ultime qui, à défaut d'expliquer ce qui arrive à James, lui permettra de démontrer que la réincarnation n'existe pas. C'est un pur sceptique, hein. Ah oui, là, c'est Là, même enragé. là, du coup, il est enragé, c'est le sceptique enragé. Connais-tu le nom d'un camarade du petit homme, lui demande-t-il. L'enfant répond Jack Larsen. Ce jour-là, il dessine un avion en flammes et signe sa feuille James 3. Bruce retrouve la trace de Jack Larsen et part le rencontrer avec une liste de questions. Ah, donc il y a vraiment un Jack Larsen. Le vétéran confirme tout. Le monde s'effondre sous les pieds du jeune père, qui était, je vous le rappelle, très sceptique et il voulait prouver la non-existence de la réincarnation. Il ne parvient pas à s'imaginer son enfant abritant l'âme d'un pilote de chasse mort pendant la guerre. Bouleversé, Andrea reprend les choses en main et contacte Carol Bowman, une psychothérapeute célèbre aux États-Unis pour son best-seller sur la réincarnation chez les enfants. Qui s'appelle comment? Vas-y, fais-nous rêver. Children's Past Lives, How Past Life Memories Affect Your Children. Your Your child. Your Child, pardon, oh là là. Your child. Bantam Books 1998, qui très se veut l'héritière du travail de Ian Stevenson. Oui, il a fait des émules, le Yanou. En tout cas, il a fait des bébés. Elle aussi a enquêté sur des dizaines de cas et travaille surtout avec des enfants perturbés par des souvenirs de vie antérieure. La thérapeute explique à Bruce et à Andrea que leur fils n'est pas un cas isolé et que ce phénomène se produit essentiellement après des morts violentes. L'âme, en se réincarnant, précise-t-elle, est si imprégnée du traumatisme qu'elle ne peut l'oublier lors du passage dans l'au-delà. La psychothérapeute leur conseille de rassurer leur enfant en parlant affectueusement au pilote qui survit en lui et, surtout, en lui demandant de raconter ses rêves comme s'il s'agissait de souvenirs et non d'images oniriques. Les cauchemars devraient alors diminuer. Ce qui m'étonne par contre là-dedans, c'est qu'elle parle du passage dans l'au-delà de l'âme. Parce que, oui, Elle dit à la fois l'âme en se réincarnant et si imprégnée du traumatisme qu'elle ne peut l'oublier lors du passage dans l'au-delà. Mais la réincarnation et l'au-delà, c'est deux concepts mais différents. peut-être qu'il reste un bout de l'âme de la personne qui se raccroche. Parce Et que c'est pour là, ça il qu'il est a que des bouts. traumatisé. Oui, l'âme est traumatisée, donc le trauma reste, mais l'autre partie part. Donc Et l'âme elle serait divisée en deux. pourrait se diviser. Il y aurait une partie qui... Non, moi je pense que c'est la même âme, mais qui là a fini sa vie de manière traumatisante. Et donc elle n'arrive pas à partir dans l'au-delà. Et afin de l'aider à être apaisée et pour partir dans l'au-delà, il faut qu'elle parte apaisée. Et donc Comme dans Ghost Donc Whisperer. la nouvelle vie, celle de la réincarnation, elle serait là pour apaiser le trauma. Et qu'il et- puisse passer dans Et que l'au-delà. dans Voilà, cette à vie-là, l'aider à partir. à l'issue de Ça va cette li- nouvelle vie, il Ça va puisse l'aider passer à dans partir. l'au-delà. et que l'enfant puisse enfin vivre sa vie de James. Et là, on se Les rapprocherait de l'idée de la réincarnation, du samsara et du nirvana chez les hindous. Chez les hindous. Sauf Tout à que ce fait. serait pas tant d'accéder à une sagesse ultime, ce serait de surmonter un traumatisme. Oui, je pense que c'est ça. Que là, elle s'est finie trop brutalement et trop angoissante. Et que donc, elle n'a pas pu partir dans l'au-delà. D'accord. Et ça va l'aider, une fois qu'il aura réglé ce traumatisme, ça va l'aider à aller jusqu'au nirvana, justement. Ouais. Je Pour vois. arrêter ça. Je vous remercie pour ces précisions. You're welcome. Comme dirait Fred. Oui, c'est vrai. Il le dirait. Et en effet, au fur et à mesure, les réveils en pleurs sont plus rares. Ah. Jusqu'au jour où Bruce découvre dans la liste des pilotes abattus le 3 mars 1945 un nom, James Houston Jr., dit James II.
Le petit garçon est donc logiquement James III. Puisqu'il est James qui serait incarné. Il sera peut-être James Bond. En 2004, James a alors 6 ans. ABC diffuse Ah un si, mais oui, documentaire. on n'avait pas les bonnes dates en tête. S'il avait 6 ans en 2004, donc en 2000, c'est quand il a commencé à faire les trucs et tout. Eh Il ben y avait oui. quand même Internet, mais il n'y avait pas les iPads partout. Non, mais dans il tous les était sens. jeune en Non, mais 2000. attendez. Il avait 3-4 ans au début. Il n'utilisait pas Internet à 3-4 ans. Les gamins d'aujourd'hui, ils ont beau avoir 3-4 Oh, ans. pauvre, si tu savais. Oh non, mais on Non, est en mais- 2023 quand même aujourd'hui. C'est vrai. Ses parents Oui, l'ont parce que c'est vrai que 2004, ça paraît pas loin, mais c'est pas si proche pas que si ça. proche non que plus, ça, quand même. presque 20 ans. Hein. Oui, pardon, tu disais Non, non, vas-y, finis. Non, ça y est, j'ai fini. Merci. Ses parents l'ont appelé James, comme le pilote qui était mort. Bah, ils l'ont appelé James parce qu'ils aimaient bien le Non, James mais c'est Bond, quand même peut-être. étonnant. C'est une coïncidence là. Bah, quand même. Alors, une coïncidence. On C'est- pourrait ça dire fait que de c'est lui une coïncidence. James 4. C'est une heureuse James coïncidence. Ouais, là c'est James 3. Oui. Mais en 45, James 3. En Non. 40. Non, James 2 en 45. James 2 en 45 donc- et lui ça fait le James 3. C'est pour ça qu'il a écrit James 3 sur son dessin. Exactement. Oui, c'est ça. C'est quand même bizarre. hein. Bah, toute cette histoire est bizarre et en même temps, ça a l'air d'être étayé de preuves. Non, non, mais ça j'y crois à l'histoire parce que ça, effectivement, ça paraît assez crédible. Mais que ses parents l'aient appelé James comme le pilote mort, c'est quand même. Ben, peut-être que justement étonnant. c'est parce qu'il s'appelait James que le pilote qui s'appelait James s'est réincarné en lui aussi. Ça a peut-être Peut-être eu que la un mère, elle a effet rêvé de aimant. ce prénom pendant sa grossesse. Hein. Peut-être. Mais peut-être que s'il s'était appelé Achille, il aurait quand même signé James 3. Bah, non. Ou Achille Talon. Ou Bruce Mm. Puissant. Ou Jim Bruce Carrey. Puissant. Jim Carrey, peut-être. En 2004. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Amandine, je te prie de te reprendre. Oui, il faut te ressaisir. C'est vrai, maintenant. ressaisis-toi mais un attendez, peu, Amandine. En C'est un 2004. podcast sérieux, on essaie d'analyser des choses Oui, oui. avec Et rigueur. toi, tu nous parles de Jim Carrey, de Bruce Tout-Puissant. Non, non, ça c'est Non, mais les bonnes blagues. hein. cela suffit. Mm. Reprenez, monsieur. Bon, s'il vous James plaît. 3. En donc. tout cas, James a alors 6 ans en 2004 et il accède un peu à une espèce de notoriété parce que la Ah oui. chaîne ABC diffuse un documentaire en prime time sur ce petit garçon plein de vie, expert en avion de chasse, qui se comporte comme un pilote chevronné. Monsieur fait le tour de l'avion, hein, je vous le fait son rappelle. malin. hein. Il fait l'expertise de l'avion avec un témoignage inattendu, celui d'Anne Baron, la sœur du pilote. La dame âgée a reçu la famille et elle s'est entretenue avec l'enfant et les larmes aux yeux déclare qu'il lui a raconté des choses qu'elle seule pouvait savoir. Et elle déclare « Comment voulez-vous qu'après cela, je ne crois pas à un monde spirituel » ajoute-t-elle. James ne fait plus de cauchemars à ce jour, il n'a plus aucun souvenir de vie antérieure, tout s'est arrêté le jour où avec sa famille, il est allé dire adieu au pilote de chasse en priant et en jetant une gerbe de fleurs à Iwo Jima, au large du Japon, à l'endroit même où l'avion de James Houston était tombé en flammes. La boucle est bouclée. Oui, on peut le dire. Ça reste un récit troublant. Ah oui, vraiment. Oui, c'est troublant. Et puis, Puis c'est il a- récent en plus. C'est récent et en plus quand il va lui présenter ses hommages et tout s'arrête. Donc il a peut-être l'esprit de James a peut-être trouvé la paix. Et puis Et j'ai elle pas a le pu sentiment passer à que ce autre soit un chose. coup comme des parents qui auraient voulu utiliser la notoriété de leur enfant pour accéder à une forme de célébrité ou quoi, parce que ils n'ont pas insisté derrière là-dessus, il n'y a pas eu d'éléments qui laissent penser que c'était pour le fric. Puis le père était quand même très sceptique au début. Mais ils ont été bien aidés par le médecin de famille aussi. Et puis ouais, ils voulaient vraiment montrer que non, c'était pas de leur incarnation, que ça n'existait pas. Ça n'a rien de drôle. Hein. Cher Léo, Non, c'était vraiment le cas pratique. Ouais, c'était très intéressant. qui illustre le concept de façon très claire et qui oblige à se poser des questions, à se regarder en face, à se dire qu'est-ce que tu en penses maintenant. Ce qu'on aime bien faire dans ce podcast, c'est parler du contexte, du concept du jour à travers le prisme de l'art, que ce soit la littérature ou le cinéma. Et donc la réincarnation et la renaissance en littérature, on a quelques exemples à vous donner. Il y a le livre « L'amour dure plus qu'une vie ». Le titre original, c'est « My Name is Memory ». C'est un roman publié en 2010 par Anne Bacharès.
Lorsque le beau et mystérieux Daniel avoue son amour à Lucie, la jeune fille est émue. Mais pourquoi l'appelle-t-il Sophia et prétend-il qu'ils se sont aimés auparavant ? Troublée, Lucie s'enfuit, laissant Daniel au désespoir. Il était persuadé qu'elle se souviendrait de leur vie passée, des siècles plus tôt. Le jeune homme se remémore ses vies antérieures, du soldat de l'Antiquité au chirurgien américain. Lucie voit peu à peu ses souvenirs ressurgir. Et si Daniel avait raison ? Pour le savoir, elle décide de percer les secrets de son passé. Mais les forces obscures qui avaient séparé les deux amants refont surface. Il y a de l'amour, il y a du suspense, il y a de la tension, il y a des vies Il y a antérieures. des forces obscures qui menacent. C'est un beau téléfilm de Noël. Mais l'amour Ouais, carrément. triomphera-t-il ? Eh bien oui, donc il faudra le lire pour avoir la réponse. Là, on est plus... Non seulement on est sur la réincarnation, mais aussi sur les âmes sœurs. Oui, c'est vrai. C'est un pur roman et le concept tel qu'il est évoqué là, ça fait beaucoup penser au personnage de Hawkman et Hawkgirl chez DC Comics. Personnage qu'on a aperçu dans les séries télé ces dernières années ou dans le film Black Adam également. Puisqu'au départ, ils se réincarnent et d'une vie à l'autre, ils se retrouvent et ils s'aiment. Donc ça ressemble pas mal à ça. Peut-être que c'est du plagiat ou de la cryptomnésie. Peut-être qu'elle pensait avoir eu une idée originale et qu'en fait, elle l'avait déjà lu chez DC Comics. Alors, un exemple plus important pour la littérature, serait-on tenté de dire la saga La mère de la fertilité. C'est une tétralogie romanesque de l'écrivain japonais Yukio Mishima, qui est souvent présenté comme son testament littéraire et à juste titre. Les 4 romans du cycle ont été écrits entre 1965 et 1970. La théorie de la réincarnation qui sous-tend l'œuvre réunit des personnes très différentes les unes des autres de façon subtile, mais évidente pour le personnage principal Honda, qui est suivi tout au long de sa vie au cours de la tétralogie. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur s'est suicidé lors d'un sépulcre rituel, le lendemain de l'envoi du manuscrit du dernier tome. On peut dire qu'il était vraiment habité par son œuvre. Maintenant, est-ce qu'il s'est réincarné par la suite ? L'avenir le dira peut-être. Et on vous conseille le livre Réincarnation, Reincarnation Blues, publié en 2017 et écrit par Michael Poole. Nous vivons, nous mourrons, puis on peut retenter le coup, c'est ça ? Ça te plairait, c'est un peu la conception que tu en avais, Amandine. Des essais, vous en avez même 10 000. 10 000 tentatives pour aller au bout, trouver une réponse aux interrogations métaphysiques les plus profondes, devenir un parangon de sagesse et ne plus faire qu'un avec le grand tout. Milo a déjà grillé 9 995 cartouches. Aussi ne lui reste-t-il plus que 5 chances de fusionner avec l'âme ultime. S'il n'y parvient pas, c'est le néant qui l'attend. Milo qui lui ne désire rien de plus que s'abandonner aux bras de la mort, ou Suzy comme il l'appelle. Plus que celle qui partage son cœur et son lit durant ses innombrables intermèdes dans l'après-vie, Suzy est l'unique raison de vivre de Milo. Chaque fois qu'il plonge vers une nouvelle incarnation, il prie pour revenir au plus vite à ses côtés et y demeurer à tout jamais. Mais ce récit représente bien plus qu'une grande histoire d'amour. Du berceau à la tombe, chaque nouvelle existence offre à Milo une pièce du puzzle cosmique. Et il ne tient qu'à lui de le reconstituer entièrement s'il souhaite enfin fusionner avec le grand tout, cette entité absolue plus infinie que l'infini lui-même. Et là, on est complètement dans le cycle des réincarnations et le nirvana où on s'échappe de ce fameux cycle. On est surtout sur un roman à l'eau de rose pour adolescents quand même. 1995. Alors, autant l'amour dure plus qu'une vie, oui, on était sur de l'amour à l'eau de rose, autant Reincarnation Blues, je pense qu'on est dans quelque chose qui est plus sarcastique, plus humoristique, et peut-être un peu métaphysique aussi. Je suis très tenté par La mère de la fertilité. Je dois avouer que ça me plaît beaucoup. Eh ben, on attend que tu nous fasses une fiche de lecture pour l'épisode 12. Je vais essayer de le trouver et je vais essayer de le potasser. Ça me tente vraiment. Alors je pense que ça mérite le coup d'œil et il me semble que chaque tome est assez conséquent. Donc ça te prendra peut-être un peu de temps. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux en entier. Mais on sera fasciné par ton retour sur cette œuvre. Maintenant qu'on a vu quelques exemples de ces thèmes de réincarnation, de renaissance en littérature, on va en voir certains au cinéma. Le premier, Au-delà de nos rêves.
What Dreams May Come, un film américain réalisé par Vincent Ward, sorti en 1998, avec Robin Williams. Bien que le film passe plus de temps à explorer la vie après la mort en utilisant des concepts comme le paradis et l'enfer, il est également question de réincarnation, mais on ne vous dira pas à quel moment. Il faudra regarder le film pour le redécouvrir ou le découvrir simplement pour avoir cette réponse. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il m'a beaucoup plu et l'esthétique du film m'a énormément plu. C'est très onirique. C'est très onirique et c'est très beau, des belles couleurs. Et Robbie Williams c'est très beau. Moi, j'ai beaucoup Robin aimé. Williams, c'est un acteur qui est surtout connu pour ses prestations comiques. Comique. Et pourtant, il a quelques rôles dramatiques qui sont incroyables. Il a même un rôle de psychopathe dans un film aussi. Alors, il y avait Insomnia de Christopher Nolan avec Al Pacino, il joue un criminel et il est glaçant. Il y avait L'éveil aussi avec Robert De Niro où il joue un médecin. C'est un très très beau film d'ailleurs, mais qui est plutôt triste. Il y avait aussi Will Hunting où il joue, je crois qu'il est un professeur. Un professeur. Le cercle des poètes disparus. Oui, il a un paquet de prestations dramatiques qui sont incroyables. Très très bonnes. C'était un acteur fabuleux. Qui était très triste dans la vraie vie. Oui. Et qui, parce qu'il était très triste, voulait apporter de la joie aux autres. Et c'est tout à son honneur. Et pour revenir à notre thème, le film suivant, Little Buddha, réalisé en 1993 par Bernardo Bertolucci. Et là, on est complètement dans nos thèmes. Et en plus, il y a Chris Isaak dans ce film. Le chanteur Chris Isaak. Encore lui. Oui, qui est un fabuleux chanteur et qui a joué dans quelques films. Il avait aussi joué dans le film Twin Peaks de David Lynch. Et on a Keanu Reeves également. Donc ça raconte l'histoire de Jesse Conrad, 9 ans, qui vit à Seattle avec son père ingénieur, Dean, donc joué par Chris Isaak, et une mère enseignante, Lisa. Joué par Keanu Reeves. Non, pas du tout. Pas du tout. Un jour, ils reçoivent la visite surprise d'une délégation de moines bouddhistes venus du royaume himalayen du Bhoutan, sous la conduite du lama Norbu et de son adjoint Champa. Les moines sont persuadés que Jesse pourrait être la réincarnation d'un de leurs plus éminents chefs spirituels. Ils lui offrent alors un livre narrant la vie de Siddhartha, qui lui est joué par Keanu Reeves, et attendent sa visite dans l'Himalaya. En 1991, Kenneth Branagh, qui commence à se faire un nom aux États-Unis, réalise le film Dead Again, dans lequel il joue aussi le rôle principal aux côtés de Emma Thompson, je crois que c'était sa femme d'ailleurs à l'époque, et encore une fois Robin Williams. En 1949, le compositeur Roman Strauss est condamné à mort pour l'assassinat de sa femme Margaret. 40 ans plus tard, une femme amnésique et muette est recueillie par un monastère à Los Angeles. Le détective privé Mike Church, qui a été élevé, la prend en charge. Mais ces tentatives de retrouver les proches de l'inconnu sont sans succès, jusqu'à ce que Franklin Madison, un antiquaire, propose d'explorer l'esprit de la femme à travers l'hypnose. Se pourrait-il que Grace soit la réincarnation de Margaret ? Les vies antérieures et la réincarnation sont au cœur de cette intrigue de polar, dont l'objectif était donc d'asseoir la réputation de Kenneth Branagh aux États-Unis. Et ça a fait un succès modéré, mais c'est un film qui est plutôt sympathique, qui est plus dans le registre du polar. Mais avec une utilisation de ce thème qui est plutôt chouette, je trouve. En tout cas, le synopsis donne envie. Oui, on doit pas passer un bon moment à regarder le film. Ouais, ça doit se regarder. Je vous recommande de le voir. Ensuite, je voulais parler d'un film qui ne traite pas exactement de réincarnation, mais qui s'en rapproche. Et d'ailleurs, je l'évoquais en tout début de ce podcast. C'est Dark City, réalisé par Alex Proyas en 1998. C'est un film qui a pas mal de thématiques en commun avec Matrix, qui précède Matrix de 1 an et qui pourtant est resté plutôt dans l'ombre, même si après il a atteint une renommée un petit peu plus grande, un statut de culte classique. Donc, ça commence avec John Murdoch qui se réveille dans la baignoire d'une salle de bain digne des films noirs les plus sombres, incapable de se souvenir de qui il est ni de comment il est arrivé là. Il reçoit un appel pour le prévenir qu'ils vont le pourchasser. On ignore qui sont ceux « ils », mais on va le savoir rapidement. S'ensuit une course contre la montre, durant laquelle il va essayer de se reconnecter avec ce qu'on lui dit être sa vie. Mais il va rapidement découvrir que des forces incroyables sont à l'œuvre pour manipuler le destin de tous les habitants de cette ville de cauchemar.
Alors je crois pas qu'on fasse souvent référence à Dark City quand on établit une filmographie autour du thème de la réincarnation et des vies antérieures. Pourtant, comme le protagoniste, le spectateur va découvrir que les étrangers qui tirent les ficelles de ce drame de science-fiction jouent avec la vie des êtres humains, changeant régulièrement l'architecture non seulement de la cité, mais des existences des uns et des autres. Quand Murdoch se réveille par accident, il vient d'être, comme tous les autres citoyens, placé dans une situation destinée à découvrir comment il réagira. Fugitif aujourd'hui, il était peut-être boulanger, père de 3 enfants la veille, et vétéran de guerre noyant ses traumatismes dans l'alcool une semaine plus tôt. Parce que les étrangers multiplient les scénarios, comme s'ils jouaient aux jeux vidéo les Sims, en utilisant les êtres humains et en changeant leur fiche de vie à chaque nouvelle partie, dans l'objectif de découvrir ce que c'est que d'avoir une âme, et surtout de découvrir si le libre arbitre existe. Sommes-nous la somme de nos souvenirs, ou bien est-ce qu'il existe quelque chose de bien plus fort, de bien plus spirituel, pour expliquer que chacun d'entre nous soit unique ? Dark City, c'est un film noir, c'est une œuvre de science-fiction teintée de suspense et d'action, mais c'est surtout un récit existentiel qui s'intéresse à ce qui fait de nous des humains et pose la question: une personne peut-elle rester la même d'une vie à la suivante, et est-ce que ce sont ses souvenirs qui font d'elle la personne qu'elle est au fond ? Donc c'est un film que j'aime beaucoup. Déjà, il a une esthétique qui est géniale. Il est très réussi dans l'architecture de la vie, dans les jeux des lumières. La musique est super prenante. On est pris dans cette course contre la montre. Il y a de l'action, il y a des effets spéciaux. C'est plutôt bien joué et puis l'histoire est très chouette. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Et surtout, je vous recommande la version Director's Cut, puisque la version cinéma dévoile tous les tenants de l'intrigue dès les 5 premières minutes, suite à la pression des producteurs. Il y a un autre film que j'avais beaucoup apprécié, qui là touche au thème de la réincarnation de façon plus directe, mais en apportant des réponses assez abstraites. C'est le film La Fontaine, réalisé par Darren Aronofsky, et qui a été diffusé en 2006. Je l'ai vu sûr. Oui, je crois que tu l'as vu. Oui, c'est sûr. Alors, les acteurs principaux, C'est avec Hugh Jackman, non ? Hugh Jackman et Rachel Weisz. Voilà. Et donc c'est un film qui est très ambitieux. Au départ, l'acteur principal, ça devait être Brad Pitt, mais il s'est détaché du projet. Et surtout, ils n'ont pas réussi à avoir le budget escompté. Et ça se voit un petit peu dans le sens où on sent qu'ils voulaient faire plus, ils voulaient montrer plus de choses. Mais je trouve qu'avec, même s'ils n'ont pas eu le budget de leurs ambitions, ils ont réussi à produire une œuvre qui est très esthétique et qui touche à des questions assez existentielles. Ensuite, 3 temporalités différentes, et chacune s'articule autour de la recherche de l'immortalité et du combat contre la mort. C'est très poétique, c'est teinté de mélancolie. C'est autant une histoire d'amour qu'une réflexion sur la mortalité et l'importance de ne pas oublier de vivre au nom de l'affrontement contre la grande faucheuse. Au-delà des images qui restent en mémoire et de la musique d'une grande beauté, au-delà du jeu des acteurs et des regrets qu'on peut avoir de ne pas avoir le film qu'Aronofsky voulait vraiment faire à cause du budget, c'est surtout une interprétation pleine de justesse sur la notion de réincarnation, sur le concept de deuil et sur ce que c'est d'être en vie, de cultiver le bonheur, de cultiver l'amour et la vie. Donc c'est plutôt un beau film. Après, on en fait l'interprétation qu'on veut, mais je trouve qu'il mérite d'être vu. Moi, Et toi qui l'as vu justement, Amandine, Qu'est-ce que tu en penses, Amandine ? Oui, c'était un très beau film. tu t'en rappelles pas? Non. Non, mais je me rappelle du nom du film, La Fontaine, qui me faisait très peur. Je me demandais ce qui se passait avec cette fontaine, mais en fait, ça faisait pas peur du tout. Pas de sang qui gicle Non, de la pas du tout. fontaine, Non, je pas de m'imaginais un fontaine truc. tueuse. Non, mais je m'imagine une fontaine au milieu du brouillard, je sais pas, un truc Ah oui, bizarre. déjà. Quelque chose de fantasmagorique. Voilà, et en fait, je me souviens que c'était un beau film, mais il faudrait que je le revoie pour me rappeler vraiment l'histoire. Moi, je vais empiéter un tout petit peu sur ta partie et je voulais parler du film Birth avec Nicole Kidman, Oh qui a là été là. réalisé par Jonathan Glazer Ah ouais, je me en rappelle. 2004. Il est horrible ce film. Alors, je spoilerai pas la fin parce que c'est Avec le un petit, des là. films qui Oh. m'a tiré des larmes. Ah, Mais- moi aussi, mais pas pour les mêmes raisons que toi. Je crois. Alors moi c'est parce que je suis très fleur bleue et que je suis très sensible, hein.
Et donc Nicole Kidman, elle campe le personnage d'Anna, qui a perdu son mari il y a déjà quelque temps, et elle rencontre un enfant de 10 ans qui prétend être son défunt époux. Et cet enfant se souvient de tout ce que le couple a vécu, et Anna, elle était en train de se remarier, et ça pose énormément de questions à Anna et de troubles, et l'histoire est... Alors moi, j'ai trouvé ça émouvant, personnellement. C'est pas le meilleur film du monde. Ça, c'est une évidence. C'est quoi alors le meilleur film du monde? Pour moi, Titanic. Le Seigneur des Anneaux, Memento. la trilogie. Mais en tout cas, c'est un film qui parle de réincarnation. Et je trouve les acteurs très convaincants. Nicole Kidman, époustouflante de beauté et de justesse, j'ai Elle trouvé. pouvait encore bouger son visage à cette époque. Peut-être, mais c'est pas. En tout cas, le film, moi, m'a beaucoup plu, m'a beaucoup ému. Et je vais revenir sur le meilleur film du monde pour moi, qui n'a rien à voir avec le sujet du podcast, pardon. C'est Quelques minutes avant minuit. Et je vous le conseille avec Sigourney Weaver, c'est aussi très touchant. Alors préparez la boîte de mouchoirs. C'est 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ? Non, Ah, quelques minutes avant minuit. ah d'accord, pardon. 2 heures Ok. moins le quart avant Jésus-Christ, c'est avec Coluche. Oui, non, mais elle était très bien. N'empêche, sûre. on va pas spoiler Burst, mais il y a une scène quand même où horrible. Nicole Kidman elle fait un French kiss au gamin. Ah non. Il Oui, était malaisant ce film. non, alors moi, non. Moi, je me rappelle qu'on avait été le voir au cinéma et que j'en garde un souvenir très malaisant. Déjà, le petit, il avait un regard particulier. Ah ouais, très, très particulier. Mais par contre, tu m'as donné envie de le revoir parce que tu parles de fleurs bleues, ça me parle. Donc, j'aimerais bien le revoir parce que j'ai pas du tout ce souvenir-là de ce film. Moi, c'est vraiment si je devais le qualifier, ce serait vraiment malaisant ce film. Moi, je trouve que Nicole Ouais, c'est Kidman... plutôt le souvenir que j'en ai aussi. Ah Alors, ouais, mais il me tardait que ça finisse ce film. Moi, j'en pour pouvais moi, plus. c'est pas malaisant parce que, alors, ce qui peut être malaisant, effectivement, c'est que il y a cette relation un peu ambiguë avec l'enfant de 10 ans, mais qui se présente comme être son mari. Mais du coup, l'enfant, il a aussi quand même, comme si c'était vraiment son mari, et il veut la garder en fait. Et en plus, elle se remarie il revient dans sa vie au moment où elle refait sa vie, et elle se pose énormément de questions, et je pense que ça aurait elle été- est hyper troublée, et moi je trouve que c'est vraiment, pour moi c'est pas malaisant, je l'ai pas Ben, trouvé malaisant. alors, moi. Le fait qu'il ait 10 ans, je pense que c'est ça qui a contribué. Ça aurait été un jeune adulte, tu te dis, bon, elle peut se poser des questions, il est majeur, donc c'est pas non plus... Mais là, le petit, il a 10 ans, il a un regard un peu pervers. Enfin, je trouve... Moi, j'en garde pas un Moi, bon je suis assez souvenir. convaincu que ça a été fait pour créer le malaise de toute Oui. façon. Après, c'est une réflexion qui est intéressante sur le deuil. Ça montre la souffrance de la personne qui survit, le sentiment de culpabilité, l'amour qui est toujours existant, le fait que c'est difficile de reconstruire une vie derrière. Donc il y a plein de thèmes qui sont chouettes et qui méritent d'être explorés, mais le sentiment de malaise, je pense que c'est la réaction qui était voulue par les créateurs. Je pense aussi. D'ailleurs, Mais cet pour acteur, moi, il a- c'est un très bon, enfin pour moi c'est un bon film. J'ai passé un bon moment qui ne Ouais, m'a faudrait qu'on le pas, revoie peut-être. qui ne m'a pas du tout gêné. Est-ce que nous avons fini sur la partie de littérature et cinéma, Léo? Il me semble bien que oui, hein. On a donné quelques exemples. Vous pouvez aller piocher dedans et puis peut-être que ça vous ouvrira la porte vers d'autres œuvres. Alors, notre podcast et notre sujet là n'a pas vocation aujourd'hui à répondre au grand mystère qui est la réincarnation. Là, on n'a pas cette prétention, par Non. contre on essaye d'amener des questions. Et on essaie d'amener des cas qui pourraient en tout cas vous faire réfléchir sur est-ce que la réincarnation existe ou pas. On essaie de vous apporter nos propres hypothèses, mais on vous engage à faire vos propres aussi théories sur la réincarnation, Et puis à nous les partager. à nous les partager bien sûr. En tout cas, la science, elle, ne peut pas prouver la réalité ou pas de la réincarnation. La psychologie transpersonnelle l'intègre de façon naturelle à sa vision de la psyché humaine. Et certaines techniques thérapeutiques sont même fondées sur le pouvoir guérisseur des régressions dans les vies antérieures. On parle surtout d'hypnose. Aux États-Unis, la karma-thérapie est passée au 3e rang des thérapies alternatives après les traitements anti-tabac
et les cures d'amaigrissement. Oui, Ils ne c'est sont quand jamais même dans important. l'excès aux États-Unis. C'est très bien. Ainsi, après les expériences de mort imminente et les notions de réincarnation, renaissance et vie antérieure, nous conclurons en disant que nous ne savons pas ce qui se profile après la mort. On ne sait pas si quelque chose d'ailleurs se profile. On Moi, se ce que je définit. dirais, en tout cas, en tant qu'athéiste agnostique, c'est que pour moi, il n'y a pas un livre ou une croyance qui apporte vraiment une réponse dans laquelle je me reconnais. Mais ça ne m'empêche pas d'espérer qu'il y a bien une étape après, et que quand on l'atteindra, les tracas du quotidien, les angoisses de la vie et les conflits qui nous opposent les uns aux autres ne seront rien d'autre que des souvenirs, qu'on pourra regarder en se félicitant de ne plus être oppressé par leur étreinte, et surtout que cette nouvelle existence, on la partagera dans l'harmonie et dans un plus grand état de compréhension. Et peut-être que certains diront que je suis un rêveur, mais je suis certain que je ne suis pas le seul. Moi, je vais conclure pour ma part, cher Léo, sur un poème de Baudelaire qui s'appelle La vie antérieure. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de mille feux et que leurs grands piliers droits et majestueux rendaient pareils le soir aux grottes basaltiques. Les houles, en roulant les images des cieux, mêlaient d'une façon solennelle et mystique les tout-puissants accords de leur riche musique aux couleurs du couchant reflétées par mes yeux. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeurs, qui me rafraîchissaient le front avec des palmes et dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir. Ce sont les fleurs du mal et je trouve que c'est une des vies que j'aimerais bien avoir eues. Mais on te souhaite que ce soit le cas et que tu aies accès à ces souvenirs à un moment. Je vais aller voir mon frère qui fait de l'hypnose, je vais faire de la régression à Noël. Eh ben, c'est une bonne idée, puis tu pourras nous dire le résultat comme ça. Avec plaisir. Amandine, est-ce que tu as un mot quelques mot de la mots, fin. le mot de la fin? Ben, c'était très intéressant, j'ai appris plein de choses. J'espère qu'un jour le verrou de Ian Peterson va s'ouvrir. Ça pourra dire qu'il y a bien une vie après, qu'il y a bien la réincarnation. Et voilà, non, c'était... Le petit garçon là, James, c'était vraiment très intéressant. Ça m'a beaucoup plu d'apprendre tout ça. J'ai passé un très bon moment avec vous. Et puis même si j'ai vécu quelque chose de traumatisant dans une vie antérieure, dans un avion, ben là, j'ai décidé que pour la suite de ma vie... ça n'allait plus être le cas, donc j'ai décidé de ne plus avoir peur en avion et je vais le reprendre, ça va très bien se passer. Donc on peut évoluer même dans sa propre vie. Et voilà. C'est une belle pensée. Et c'est une belle conclusion. On te remercie d'avoir participé au podcast Ben, merci avec à nous. vous. Merci. On remercie nos auditeurs de s'être attablés avec nous à notre buffet Buffet froid. On attend votre présence la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et en attendant, n'oubliez pas de passer des soirées effroyables.